Salut à tous, c'est bon début de week-end déjà, puisque nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Merci d'être encore des nôtres ce matin. La nouvelle expression de ce matin parle de la présidentielle 2018, quand la candidature de Frondi s'éloigne, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, on peut lire tout cela en page 7 de ce numéro. Le numéro de ce matin, le journal parle également de l'autre vérité, Peter William Manjo. Certains pontes du régime œuvrent pour le départ immédiat du président Biya du pouvoir, dit le député RDPC Dumbam et Inubu. C'est à découvrir en page 6 du journal. Le même journal parle également de l'affaire CRTV, Chivamulke et Ababa. Coince bien sûr le tribunal criminel spécial. Depuis 3 mois, les audiences programmées sont donc systématiquement renvoyées. Le tribunal n'arrive pas donc à compter, à composer un collège des juges. C'est à lire en page 2 du journal, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Et puis, l'aide du Sahel parle de Maroua, un militaire qui abat donc 5 civils. C'est à découvrir en page 3. Le même journal parle donc de Ngaoundéré. Deuxième, le parti Univers traduit donc le sous-préfet au tribunal. C'est en page 5 du journal. Maroua, mouvement d'humeur dans des conducteurs de mototaxi aussi en page 2 du journal, le du Sahel. Et toujours dans les kiosques ce vendredi, nous retrouvons le Messager qui parle donc de la présidentielle 2018. Le Social Democratic Front, donc le match Joshua aussi Mbandam, c'est à lire dans le dossier en page 3 du journal avec des informations et des analyses de certains experts en page 3 également. Le journal s'intéresse aussi au Cameroun, comprendre le don en politique, c'est en page 3, en page 2 du journal Le Messager. Et aussi on parle du péage routier, bataille forcée donc ou féroce entre multinationales pour le marché, c'est en page 9. Et 2 gendarmes tués, c'est aussi une autre information à découvrir dans le quotidien Le Messager de ce matin. Et puis le journal Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin parle donc de violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce que risquent les leaders arrêtés. C'est un article à lire en page 3 du journal Cameroun Tribune. Et le journal s'intéresse aussi à d'autres sujets que je vous invite à découvrir dans les kiosques. Info Matin parle de manipulation quand l'Intox annonce Paul Biya dans un état critique. C'est en page 3 du journal. Et le même journal s'intéresse aussi à la communauté urbaine de Yaoundé. Business autour des marchandises saisies. C'est ce que le journal propose également en page 3. Et il y avait d'autres informations aussi à découvrir. Et puis Mutation de ce matin parle de tendance, le phénomène des poupées sexuelles. Donc une enquête menée sur les nouveaux gadgets donc, qui suscitent bien entendu des fantasmes. C'est en page 5. Le même journal s'intéresse au nord-ouest. 2 gendarmes tués aussi à lire en page 4 de Mutation, disponible ce matin. Et puis le soir, hebdomadaire par l'émergence, les grandes avancées de la Nord. C'est à lire dans le dossier de la page 2 à la page 4 du journal, disponible dans les kiosques. Le même journal s'intéresse également aux vœux au ministre de l'eau et de l'énergie. En avant, dans la quête, bien entendu, des objectifs fixés. C'est en page 5 du journal, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Et même si on parle de l'opération Ville propre avec le ministre de l'urbanisme et de l'habitat qui rassure que toutes les grandes villes du Cameroun seront propres avant, bien entendu, le début de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. C'est à lire dans le même journal, disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Ils sont sur ce plateau, nos invités, pour commenter, analyser, même décrypter l'actualité traitée par la presse. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Tongo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue à cette autre édition. Camille Nélé, bonjour. Flavien Vallonongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Avec vous, nous faisons un tour. Il y a la présidentielle 2018 avec le Social Democratic Front, quand la candidature de Frondi s'éloigne. C'est le grand titre du journal. Et en même temps, on va lire aussi dans un autre journal, Le Messager de ce matin, le match Joshua aussi Mbandam. Bah oui, il faut dire que le SDF ces derniers temps s'est placé résolument sous les feux de la rampe. On a d'abord commencé par laisser filtrer des informations selon lesquelles il ne serait pas candidat du SDF, selon lesquels il y aura une candidature féroce, selon lesquels il ne va même plus être candidat, il ne va plus être président du SDF. Et là, aujourd'hui, c'est les candidatures de Mbandam et Joshua aussi pour la présidentielle. Il n'est plus tellement question maintenant du sommet du SDF où apparemment tout le monde a fini par comprendre que John Frondi restera toujours vissé, mais il s'agit maintenant de voir qui va représenter le SDF à la prochaine élection présidentielle. Et là, il y a 2 candidats les plus en vue, et d'ailleurs, ayant déjà annoncé, n'ayant pas caché leur ambition d'être candidat du SDF, des porte-étendards du SDF, il y a le vice-président, l'honorable Joshua aussi et l'honorable Mbandam qui l'un a une 50aine d'années, l'autre a plus de 70 ans.
Bref, c'est un match de concurrents, de deux générations en tout cas. Deux générations qui se portent candidat à la candidature. Évidemment, ça va nourrir les feuilles de chou, ça va entretenir aussi un peu la vie de ce parti où les choses étaient un peu momifiées ces derniers temps. Et là maintenant, il est vrai, après leur retentissant show à l'Assemblée nationale, à la dernière session, là maintenant, Opération boycott. Opération boycott, maintenant c'est l'élection présidentielle. Et tout le monde aimerait bien savoir qui va en réalité représenter le SDF à l'élection présidentielle. C'est en cela que les journalistes des journaux et les feuilles de nouvelles sont si friands de cette activité. On voit bien que ce sont deux fils d'un même père qui se bousculent, mais il y a quand même une phase terminale qui est attendue. C'est le congrès du Social-Démocratique Front. Nous sommes en février déjà et c'est dans quelques jours. Et c'est à ce moment-là qu'on saura si réellement, soit de Bandamou ou de Joshua aussi, qui sera candidat à la présidentielle 2018. C'est un congrès qui est... de ces partis politiques. Tout à fait, c'est un congrès qui est bien évidemment très attendu. Il y a déjà deux candidatures qui se sont prononcées, celle de Joshua Oshi et du député Mandam. Mais M. Foundi n'a pas encore dit qu'il ne sera pas candidat à la candidature. Je crois qu'il réserve le mystère jusqu'à la fin. Et aucun signe ne dit aujourd'hui que M. Foundi ne sera pas candidat à la candidature pour représenter le SDF à la présidence aux élections présidentielles, même s'il a manifesté sa volonté d'être président en tant que président national du SDF, mais il peut également poser sa candidature contre, je cherche son vice-président, et contre l'avocat du SDF qui est M. Madame. Donc je crois que la compétition est ouverte, mais ce que je retiens de positif dans cette dynamique, c'est cette stimulation de la démocratie au sein de ce parti SDF, parce que vous savez quand même que lors des élections internes de ce parti, c'est le seul parti qui utilise les bulletins uniques qui est tant réclamé par les autres partis d'opposition pour ce qui est des élections nationales. Donc il y a une certaine émulation démocratique au sein de ce parti. Et maintenant, on voit que M. Foundi n'est pas une personne intouchable, comme on le voit au sein du grand parti national où M. Biya est quasiment à chaque élection présidentielle le seul candidat. Au SDF, on voit que M. Foundi, qui est le président national, l'inamovible chairman, peut se faire challenger par ce que vous avez appelé ses fils. Donc, c'est un point positif qui est marqué par ce parti où on observe qu'il y a quand même une sorte de démocratie, une sorte d'émulation démocratique à l'intérieur. Alors, ce sont des sujets que vous pourrez lire en tout cas dans la nouvelle expression en page 7. Il y a le messager également dans le dossier en page 3 de ce journal, disponible dans les kiosques ce matin. Et il y a un autre sujet également qui suscite des commentaires, c'est ce que le journal, la plupart des journaux évoquent ce matin. On parle bien sûr de la nouvelle expression qui s'intéresse au nord-ouest avec 3 militaires encore assassinés. Il s'agit bien sûr de 2 premiers gendarmes qui ont été donc tués dans une attaque armée contre un poste de contrôle de la gendarmerie à Bingo. Il y a le messager de ce matin qui parle de 2 gendarmes tués également. Et aussi, à l'extrême nord, l'éditorial parle de la localité de Mora où un militaire a abattu 5 civils. Oui, mais c'est 2 cas complètement différents. Ce qui s'est passé du côté du nord-ouest, du côté de Bamenda, c'est horrible. Et d'ailleurs, il y a des photos insoutenables qui circulent dans les réseaux sociaux avec ces gendarmes découpés à la machette, parce que la vérité est que ces gendarmes ont été attaqués par des individus qui les ont attaqués à la machette et qui les ont massacrés. Et ces photos sont en train de circuler et cela démontre que cela donne tout le timing et toute la mesure de l'insécurité permanente qui est du côté du nord-ouest et qui s'installe. Parce que je l'ai souvent dit ici, je l'ai dit après l'arrestation de M. Sissoko, qu'après son arrestation, vous allez voir plus de dégâts encore. Des dégâts, vous allez voir des attentats, vous allez voir encore des assassinats. Et c'est pour cela que moi je pense, et je l'ai dit, les autorités militaires devraient davantage multiplier les mesures de sécurité, empêcher que les gendarmes marchent isolés à 2 ou 3 qui soient toujours soutenus par des militaires et surtout vraiment faire face à cette situation de façon ferme et vraiment efficace. Parce que là aujourd'hui, avec la mort de ces 2 gendarmes, l'effroi, la psychose s'intensifie autour de Bamenda.
Il est vrai, le préfet, le gouverneur a pris un certain nombre de mesures. L'interdiction de la circulation des motos après 21 ans. Moi, je pense qu'il aurait dû faire comme M. Bidjiawa Bakari, lui qui avait interdit les motos à partir de 18 h. Et tout un nombre de restrictions de liberté, c'est beaucoup plus dans l'intérêt des populations. Mais comme vous le notez, les villes mortes continuent toujours. Il y a toujours des gens qui sont dans la terreur. Et on réalise qu'il y a de plus en plus de gens qui disent constituer des groupes armés, qui balancent même des messages menaçants dans les réseaux sociaux. On a même entendu, on parle même de ce chef du directoire permanent qui chargeait la communication, qui dit qu'il donne à l'État du Cameroun 5 jours jusqu'au 5 février pour donner la preuve de la vie de Sissoko. À passer ce délai, ce qui va se passer au Cameroun va nous rappeler le Rwanda. Alors quand vous entendez des gens envoyer ce genre de message, pour faire peur aux populations, pour faire peur au régime, vous pensez qu'un petit groupuscule peut s'attaquer à un État organisé? C'est pour cela que les gens qui sont même en train de s'époumoner ou de s'exciter sur l'arrestation de Sissoko, moi je pense qu'il faudrait qu'ils fassent attention, parce que ce qui m'émeut encore davantage, c'est que vous avez entendu que 2 gendarmes ont été tués. Aucun homme politique, aucune élite politique du sud-ouest ou du nord-ouest n'a condamné cela. Mais ça, c'est condamnable. Il faut que les gens condamnent cela de façon ferme. Il faut que cela soit fait dans les médias, dans les journaux, dans les télévisions, pour démontrer qu'on n'a pas besoin de ça et que cela démontre le caractère criminel de ces gens qui disent soutenir la cause de l'Amazonie. Alors très bien. Donc lorsqu'on voit les 2 sujets, en tout cas de la nouvelle expression et le messager, c'est le même et qui est évoqué et traité de manière différente. Le messager qui parle plutôt de 2 gendarmes tués. Et il y a un moment une question du nombre de personnes tuées par ces assaillants. Et finalement, si on parle de 3 dans la nouvelle expression et 2 dans le messager. Tout à fait. Et ce matin, je suivais Radio France Internationale qui parlait effectivement de 3 forces de l'ordre qui ont été tuées, dont 2 gendarmes et 1 militaire. Donc, ça conforte un peu la position de la nouvelle expression, mais malheureusement, le messager parle de 2. Mais je crois que on tire une conclusion claire, c'est que la litanie macabre continue, parce que on se serait peut-être attendu à ce qu'après l'arrestation et l'extradition de ce qu'on peut appeler l'état-major administratif de l'Amazonie, on se serait attendu que ces attaques s'estompent un tout petit peu, parce que c'était quand même un coup assez grave qui a été porté à cette organisation. Mais malheureusement, ils se radicalisent. Et vous savez, c'est un peu le propre des organisations rebelles et des organisations terroristes de se reconstituer, de se refonder rapidement, même s'ils ont été décapités. Et même de se démultiplier. Exactement. Et c'est ce qu'on voit avec... Exactement. Et c'est ce qu'on voit avec cette organisation qui veut lancer un message clair à l'État, comme pour dire que nous sommes encore là, vous avez arrêté nos dirigeants, nous on se radicalise, on continue à s'attaquer au symbole de la République, on continue à tuer vos forces de l'ordre et par là même porter un coup sérieux au moral de ces forces de l'ordre. Mais ils veulent également lancer un autre message, comme pour dire que, écoutez, bon, notre organisation elle existe et peut-être si vous avez engagé la confrontation armée, nous pensons que ce n'est pas la meilleure solution. Peut-être on veut par là même les amener l'État du Cameroun sur une certaine table de Alors, on voit bien que l'armée camerounaise ne dort pas, elle va continuer. Elle ne dort pas, c'est pour ça que le doyen disait tout à l'heure qu'il fallait vraiment des méthodes efficaces. Pourquoi pas déployer des gendarmes à 3 pour que lorsque certains sont en faction, d'autres veillent. Comme ça, si les assaillants arrivent, on voit quand même qu'ils arrivent et on peut réagir efficacement. Et moi, je pense qu'il y a ce cas que vous avez soulevé, celui de Mbingo, mais il y a également le cas de Mora que vous avez évoqué. Mora, où un militaire a battu carrément 5 civils. Tout à fait. Oui. Ça commence à devenir récurrent parce qu'il y a eu Ebolova, je crois, en 2015, il y a eu Koussiri en 2017, il y a eu Mora en 2017 et il y a eu Douala en 2017 encore, et maintenant on revient avec Moradon. Et c'est un militaire de la promotion 2015. 2015, effectivement. Voilà. Ça pose un sérieux problème sur les conditions d'enrôlement de ces forces de l'ordre au sein des armées camerounaises, mais également celle de leur accompagnement psychosocial lorsqu'ils sont déjà en plein dans les opérations. Donc je pense que c'est une grosse question à aborder au niveau de l'état-major. Sinon, vous vous souvenez, lors de la présentation des vœux
au ministre de la Défense, M. Joseph Betty Assomo, il a demandé aux troupes de se ressaisir parce que ça a commencé effectivement à devenir récurrent, mais malheureusement, visiblement son message n'a pas été entendu et à Mora, on a encore eu ce massacre observé par ce militaire. Alors, ce massacre, les enquêtes ont commencé et selon les premières informations, ce serait un soldat instable. Un soldat connu pour son indiscipline et même qui est prêt, dont le dossier est sur la table de discipline pour des faits vraiment avérés. Donc c'est le cas d'un individu instable, drogué, dit-on de plus. Et quand on voit les actes, quand on voit même la justification de cet acte, la motivation... Oui, l'article dit qu'il a commencé par tirer son domicile. Oui. Après le domicile, il est allé chez les voisins. Il a tiré sur ses apparemment, c'est un individu détraqué, comme dans beaucoup de cas. Et vous savez, pour des individus drogués, on ne sait jamais quand ça se déclenche dans la tête. Et c'est ce qui est certainement arrivé. Mais tout à l'heure, quand Georges était en train de parler de dialogue avec les gens de l'Amazonien, vous pensez que vous allez dialoguer avec des gens qui continuent à tirer les gens et vous menacer de génocide, à vous menacer de dire que de transformer le Cameroun en Rwanda. Vous pensez qu'on va discuter, on va négocier de quoi? On va négocier de la création d'un autre pays. On va négocier avec qui en face? Qui sont-ils? Ceux qui veulent enlever une partie du pays pour en faire leur pays. Et maintenant, pour y arriver, ils tuent des populations, ils tuent des militaires, ils brûlent les symboles de l'État. Moi, je pense que ce qu'on appelle dialogue, le dialogue, ce n'est pas avec les sécessionnistes. Le dialogue, c'est avec, par exemple, les gens du consortium qui ont posé des problèmes clairs. Des problèmes qui constituent ce que moi j'appelle le véritable problème anglophone. Parce que ce qu'on voit avec Sissoko, ce n'est pas le problème anglophone, c'est une sécession anglophone. Donc, moi, je pense que quand vous parlez de dialogue, il faut faire un distinguo. Le dialogue, pas avec les séparatistes, mais le dialogue avec le consortium et les gens, des groupes sociaux qui ont des problèmes dans le sud-ouest et le nord-ouest. C'est ça le dialogue. Là. Très bien. Alors, l'insécurité, on peut lire tout cela dans le journal, dans la plupart des journaux ce matin. Le Messager, la Nouvelle Expression et bien sûr l'aide du Sahel. Alors, autre chose, c'est Cameroun Tribune qui parle donc de ces violences dans les régions anglophones avec ce que risquent donc les leaders arrêtés. On voit dans l'article de ce matin qu'il y a pratiquement 47 personnes qui doivent comparaître. C'est extrêmement rare de voir nos confrères Cameroun Tribune accorder autant d'importance à un sujet, mais depuis que ces sécessionnistes ont été extradés au Cameroun, Cameroun Tribune est à son 4e titre pour tenter de clarifier la situation. Ce matin, ils ont choisi de nous édifier sur ce que risquent les sécessionnistes. Pour ma petite connaissance du droit, je pense quand même qu'il y a un arsenal juridique sous lequel tombent ces sécessionnistes. Il y a d'abord le nouveau code pénal, mais il y a également cette loi contre le terrorisme qui peut servir de base légale pour inculper ces sécessionnistes. Pour parler du nouveau code pénal, je crois qu'ils ont quand même perpétré des actes de destruction. Il y a des crimes également qui peuvent être relevés à leur encontre. Et maintenant pour le terrorisme, bon, puisque le président de la République a choisi de les appeler des terroristes, je crois que la frontière entre les actes qu'ils posent sur le terrain et le terrorisme est très mince. Et il y a certaines de leurs actions qui peuvent tomber sous le coup du terrorisme. Donc maintenant, il appartient aux juristes et au ministère public ou au commissaire du gouvernement de qualifier ce qui sera reproché à ces sécessionnistes. Et puisque nous sommes en pleine phase d'instruction de ce dossier, nous ne perdons rien à attendre que les inculpations tombent contre ces personnes. Comme vous l'avez dit, Georges, ce que ces personnes arrêtées, extradées du Nigeria ils risquent d'abord une instruction. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête. On va établir la responsabilité de chacune de ces personnes. Parce qu'il n'y aura pas d'inculpation en vrac. Hein, vous savez, dans ce dossier qui est aussi difficile à évoquer qu'à juger, il faudra que les personnes qui passeront devant la barre, il faudrait que la culpabilité, la responsabilité de ces personnes soit établie parce que la responsabilité n'est pas collective, elle est individuelle. Il faudra que chacune de ces personnes, on sache ce que chacune de ces personnes a fait. On va savoir qui a donné les ordres, qui a trouvé les armements, celui-ci servait à quoi, maintenant quel était l'agent de liaison. Bref, et cette instruction-là ne va pas se faire en 2 jours. Je peux vous assurer que leur procès si il ne veut pas être expéditif, il va prendre au moins pratiquement 1 an. Parce que les recherches et la collecte des preuves et des analyses va prendre beaucoup de temps. Parce que je suis sûr que le Cameroun aussi dans cette procédure qui se trouve sous le regard du monde entier ne va pas commettre des impairs ou à inculper les gens sur la base d'éléments volatiles. Donc là actuellement,
comme Georges Sémé l'a dit, et comme je le pense, l'a fait au niveau de l'instruction, qu'on attend de voir exactement qui a fait quoi. Alors, c'est un risque, les leaders arrêtés. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au même moment où le conflit de Cameroun Tribune titre, comme vous venez de l'évoquer, il y a également cette sortie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui, eux, trouvent que la procédure d'extradition de ces sécessionnistes a été mal faite. En tout cas, elle a violé le droit international parce qu'ils disent qu'il y a certaines de ces personnes qui avaient déposé des demandes d'asile et que, en la forme, il n'était pas possible pour le Nigeria d'extrader ces sécessionnistes. Donc, pour eux, ils trouvent qu'il y a quelque chose d'illégal au regard du droit international et qu'il s'agit tout simplement d'un refoulement forcé. Donc, je crois que les avocats qui vont défendre les sécessionnistes pourront s'appuyer sur cet argument pour défendre les sécessionnistes. Moi, je pense, Frère Walunongo, que le HCR et Amnesty International jouent à un jeu qui n'est pas du tout honnête dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas nous faire croire que ces gens ont plus de droits que tout le monde, qu'il faut leur donner des bises et puis les cajoler chaque matin et leur dire de rentrer. Non, vous n'avez rien fait, vous êtes tout blanc comme neige. Monsieur, on a vu ces photos, on l'a entendu parler à Mondovision qui dit qu'il est prêt à mourir pour l'Amazonie. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est vrai, il y a une procédure qui est engagée, qu'on laisse la procédure se faire. Mais ces personnes-là ont déjà fait, au nom de cette personne, et sous les instigations, et sous les autres de ces personnes, il y a des gens qui sont morts et qui continuent de mourir. Très bien. Alors, après ce titre donc, de Cameroun Tribune, il y a Info Matin qui parle de manipulation. Quand l'Intox annonce Biya dans un état critique, on le sait, en tout cas le journal qui a mené l'enquête nous apprend qu'il est plutôt en Boméka, tranquille, il est en train de traiter les dossiers importants du pays. La semaine passée, il y a certains journaux qui ont épilogué sur l'état de santé du président de la République en disant qu'il était très mal en point. Malheureusement, lorsqu'on parcourait les articles, il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun argument en ce qui concerne son bulletin de santé. C'est juste que on ne le voyait pas, donc il est en mode. Non, le président de la République a toujours été un homme ombrageux, un homme ténébreux qui aime s'isoler parfois dans son palais de Yaoundé ou alors de plus en plus en Boméka où il se retire pour soit se reposer ou alors réfléchir sur les questions de la République. Donc c'est quelque chose auquel nous sommes déjà habitués. Ce branle-bas médiatique autour de la santé du président de la République, pour moi, c'est quelque chose d'assez déontologiquement malsain. Moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes sur lesquels on pourrait écrire. Mais M. Biya est un homme, il est président de la République, certes, il n'est pas immortel, c'est un homme, et qu'il ait un palu, ou alors, je ne sais pas, toute autre maladie, c'est tout à fait normal, et il est déjà âgé. Alors, que ça fasse des choses graves de la presse, je pense qu'il y a d'autres sujets qui pourraient intéresser la presse. Mais quand même, c'est notre président de la République et sa santé devrait nous interpeller, mais pas au point où on devrait épiloguer ou sur-épiloguer sur ce sujet. Très bien. Camille, il y a un mot pour partir. Oui, non, mais moi, à mon sens, il faudrait plutôt interpeller la responsabilité des journalistes qui véhiculent ce genre d'information. Parce que quand un journaliste donne une information, il faut qu'il se demande est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est même éthique? Vous savez bien qu'il faut aussi vendre le journal. Mais on ne vend pas du journal en vendant de l'imaginaire, en vendant des ragots, en vendant des supputations et des spéculations. Georges Sémé l'a dit, monsieur Paul Biya est un homme qui est âgé, qui peut être malade, qui a même quelques maladies de la vieillesse, parce qu'à cet âge-là, on ne peut ne pas avoir des courbatures ou des rhumatismes. Mais de là à l'annoncer à l'article de la mort, alors que là où il est plutôt en train de s'échauffer pour l'élection présidentielle qui se prépare. Non, moi je pense que les journalistes devraient plutôt s'occuper de M. Biya, de son programme, et peut-être de ce qu'il va offrir au Cameroun, mais pas de sa santé. Ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Très bien, alors c'est l'information contenue à la une de Info Matin. Alors autre chose, c'est ce que nous propose la nouvelle expression, parlant notamment de l'autre vérité. C'est Peter William Manjo, qui est bien entendu député à l'Assemblée nationale, journaliste et ancien directeur de publication aussi. Donc on le sait, il a été maire à Nitoukou, on sait également. Donc il parle de... il fait un certain résumé de ce qui se passe en ce moment, du climat sociopolitique actuel. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il estime qu'on devrait plutôt encourager des actes bien posés. Vous savez, vous connaissez très bien Peter William Manjo. C'est d'abord quelqu'un qui a été connu dans la presse, parce que dans son journal, c'est pas la presse qu'il a commencé, il ne faut pas jamais l'oublier, c'est pas la presse qu'il a commencé, c'est un journaliste, directeur de publication. Et dans son journal, il a démontré que c'était quelqu'un qui était
libre d'esprit, très libre d'esprit, qui dit ce qu'il pense et qui n'a jamais mâché un certain nombre de vérités. À l'Assemblée nationale, on le connaît comme quelqu'un qui a sa langue dans sa bouche et pas dans sa poche, et que ce n'est pas le genre de député qui se taise ou qui se couche. Bon, une fois de plus, là, avec cette interview qu'il a accordée à David Nouveau, il fait une analyse assez circonspecte, mais très très froide de la situation. Il parle du problème de ces sionistes. Il va même jusqu'à préciser qu'il faut que les droits de ces personnes arrêtées